Dans le podcast AWS en français, on parle de gaming, de jeux aujourd'hui, front-end et back-end. Vous allez tout découvrir dans un instant. C'est le podcast AWS en français. C'est parti et c'est maintenant. Bonjour, bienvenue, merci de nous écouter tous les vendredis de plus en plus nombreux dans toutes les applications de podcast, les bonnes applications de podcast, j'ai l'habitude de dire, celles d'Apple, de Google, Deezer, Spotify et les autres. Abonnez-vous, comme ça vous recevez le download tous les vendredis matins. Et puis vous êtes encore nombreux à nous écouter sur le web, ce qui m'étonne toujours en regardant les statistiques, parce que vous pouvez aussi nous télécharger, nous écouter offline, en voiture ou sous la douche. On parle de jeux aujourd'hui. Quoi de plus agréable un vendredi juste avant le week-end de se préparer un bon jeu sur sa PlayStation ou autre chose. On va parler de différentes techniques de jeu, de back-end de jeu également, avec Cross the Edge et The Edges au pluriel. Et j'ai Samy Schlagou, Samy d'avoir écorché ton nom, CEO et cofondateur de Cross the Edge, c'est du studio qui le produit. Quentin Giraud, Chief Gaming Officer, CGO, et Steve Howell de notre côté, Solution Architect chez AWS, que vous avez déjà vu dans le podcast. Je ne pense pas que ça soit ta première fois, Steve, on s'est déjà parlé dans le podcast. Messieurs, merci d'être là. Dis-moi, Samy, Cross the Edge, c'est quoi ? Bonjour à tous, très content d'être avec vous ce matin. Cross the Edge, c'est quoi ? Donc c'est un univers à 360 degrés. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a bâti tout un monde basé sur 7 romans avec 7 écrivains qui ont travaillé ensemble en coécriture pour pouvoir réaliser une œuvre majeure. Donc on a Arnaud Delaine, Alain Damasio, Pablo Servigne et d'autres écrivains qui ont écrit toute une histoire avec donc plus de 110 artistes internationaux qui travaillent sur le projet. Et l'univers, en fait, c'est un univers donc dystopique mélangeant donc la fantasy et la science-fiction. Donc notre idée de base, c'était de créer donc un lore très profond et très puissant. Derrière, de rajouter donc un jeu, donc un premier jeu qui sera un jeu de cartes à collectionner. Ensuite, rajouter donc différents univers de jeux, donc un monde ouvert et un MOBA. Et ensuite, donc rajouter à tout ça donc tout l'univers qui va aller autour, donc des comics. On a déjà notre première animation, donc série animée qui est sortie. Et l'idée, en fait, c'est d'avoir vraiment toute une vision à 360 degrés sur l'univers de Cross the Ages. C'est courant, ça, d'avoir plusieurs écrivains qui collaborent sur un scénario sur plusieurs années pour faire évoluer le scénario d'un jeu, ou c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel dans l'industrie ? Exceptionnel. Et même ces écrivains, à la base, donc, qui ont tous du succès, n'avaient jamais fait en fait ce travail collaboratif. Et c'est vraiment ce qui nous distingue de tous les autres projets. C'est cette intelligence collective et cette vision sur du très long terme avec une profondeur de plusieurs écrivains qui travaillent sur des sujets tous complètement différents, mais qui apportent quelque chose d'assez nouveau. Et si je veux commencer à jouer, je vais où ? Alors, on va sur les différentes applications. Le jeu est téléchargeable gratuitement ou sur le site internet donc pour pouvoir télécharger le jeu. Donc, voilà un petit peu comment on fait pour avoir le jeu aujourd'hui. Et je mettrai le lien évidemment dans les notes du podcast comme d'habitude. Une fois que je me retrouve dans le jeu, ça ressemble à quoi ? Je ne sais pas s'il y a moyen de décrire visuellement. C'est difficile dans un podcast audio de décrire. Je pense que c'est assez simple en fait parce que donc c'est un jeu de cartes, c'est assez donc particulier, donc les jeux de trading card game. Ce qui est bien, c'est que c'est un mélange donc d'échecs, de Go et de jeux de stratégie. Donc c'est un demi-échiquier 4 par 4 et le but en fait c'est de battre son adversaire avec des cartes en jouant donc tour à tour différentes cartes en utilisant de la stratégie. On a un maximum 10 minutes, donc 5 minutes par joueur. Il y a un système de points et tout l'objectif c'est de réussir à monter et de créer toute sa stratégie pour pouvoir en fait battre son adversaire. C'est assez addictif, c'est très prenant. Je pense que Quentin va rajouter quelques petits mots parce que je sais qu'il aime bien rajouter quelques mots dessus. Déjà, bonjour à tous. Mais effectivement, peut-être pour préciser, c'est qu'on a essayé de prendre quelque chose à mi-chemin entre ce qui se fait habituellement sur des jeux de plateau, donc comme l'a dit Samy, échiquier, etc. Enfin, échec, Go, Maris, et ce qui se fait traditionnellement dans les jeux de cartes. On a voulu être un peu différent et pas faire un peu comme tout le monde. C'est un risque qu'on assume et qu'on pense vraiment assez nouveau. Mais de manière générale, on aime bien innover chez Cross the Ages. Et donc, du coup, l'idée, c'est de mélanger plusieurs styles, plusieurs genres et vraiment créer une sorte de nouvelles solutions, de nouvelles mixtures, j'ai envie de dire. Et vous êtes basé à Marseille, vous n'êtes pas nouveau dans le monde des jeux, vous avez des studios dans plusieurs villes et une longue expérience aussi. C'est ça, dans plusieurs pays. Donc on a commencé notre expérience dans le gaming il y a à peu près 12 ans.
On est propriétaire aujourd'hui de 7 studios dans le monde, donc au Japon, en Thaïlande, au Brésil, en Angleterre, en France, bien sûr, Mhm. en Hongrie. Et on a produit un peu plus de 60 jeux vidéo sur les consoles nouvelle génération, donc Nintendo Switch, PlayStation 4 et 5, Xbox, Steam, Android. Donc on a un petit, Un on a un, background, un passé. ouais, un petit passif rapide dans l'univers du jeu. Vous avez lancé fin mars, hein, donc il y a à peu près un mois, si ma mémoire est correcte. Vous avez déjà plusieurs dizaines de milliers de joueurs, tu m'as dit en préparant ça. On a déjà tapé plus de centaines de milliers maintenant. Centaines de milliers déjà, ça monte vite. Ça va très vite, ça va très très vite. Et c'est vrai que l'avantage, c'est que c'est un jeu qui est complètement gratuit et qui demande en fait pas grand-chose à part une connexion Internet. Gratuit, mais on peut acheter des choses, on peut acheter des cartes notamment. Complètement. En fait, l'idée, c'est de créer une expérience dans différents niveaux. Donc, la première, elle est complètement digitale, où les joueurs donc, peuvent télécharger le jeu et jouer un jeu comme un jeu complètement Web 2. Et ensuite, l'expérience évolue et les joueurs peuvent en fait devenir propriétaires de leurs assets en prenant leurs assets digitaux et les transformer en NFT. Donc, ça leur permet en fait d'avoir une propriété qu'ils peuvent donc louer ou revendre derrière. Et ensuite, il y a une troisième expérience qui permet aux joueurs de transformer ces NFT en cartes physiques. Et là, donc c'est le Graal, hein, on reçoit les cartes. Waouh. Donc je commence avec des cartes digitales Exactement. tout à fait standard, enfin anonymes, je veux dire. Je peux en acquérir un titre de propriété via des NFT. Et donc à partir de ce moment-là, il doit y avoir un marché, une marketplace pour les revendre, les échanger, les louer. Tu as dit également, on peut les prêter contre rémunération. Et Tout à puis fait. après, on peut les transformer et vous imprimer des cartes et vous les envoyer aux joueurs. Exactement. Et en plus, ces cartes, elles sont avec une technologie NFC, elles sont toutes uniques. Enfin, du coup, on arrive à contrer en fait ce problème des fausses De la cartes fraude. Et, et de fraude, hein, Mhm. complètement. et surtout, on a choisi le meilleur partenaire possible pour imprimer ces cartes-là, puisque du coup, enfin, je laisse expliquer Non, Carte c'est bien, Mundi. Carte Mundi. Donc, c'est ceux qui impriment donc, les cartes Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh! Qui ont une Euh, certaine expérience en la matière. C'est les meilleurs au monde. Et en fait, il nous a fallu 18 mois de dures négociations pour pouvoir avoir l'accord. Parce que, quel que soit, en fait, c'est même plus une question de montant, c'est une question de temps, hein. Surtout que c'est un projet assez nouveau qui nécessite énormément de compétences. Chaque carte est numérotée donc d'une manière unique et dans sa manière donc physique, c'est-à-dire sur la carte, et aussi donc dans la manière donc technologique avec son NFC à l'intérieur. Et donc vous espérez qu'à terme se crée un effet collection où les gens vont collectionner les cartes physiques. Alors, on n'espère pas, on en est sûr. Vous- Il y a déjà une grosse liste d'attente. Non, non, il y a une liste d'attente qui est juste phénoménale. Enfin, il faut savoir que déjà, on a passé la barre des 10 millions dans le marché secondaire juste sur les cartes NFT. Ça ne fait que monter. Et donc, pour les cartes physiques, enfin, la demande, elle est complètement folle. Enfin, Mhm. l'attente, elles sont limitées, hein. Elles sont toutes limitées en nombre sur les cartes physiques. Il n'existe qu'un tout petit nombre en fait, de cartes physiques possibles pour bien sûr créer cette rareté, hein, retrouver en fait cet esprit qu'on a eu dans Magic et Pokémon en 93 et en 96 et avoir en fait des cartes très collector et vraiment en toute petite quantité. Alors là, vous nous avez convaincus, vous m'avez donné envie d'essayer de jouer. On enregistre le podcast le vendredi. Hein. C'est pas un secret que c'est préenregistré. On est à la veille d'un long week-end, donc je sais quoi faire pendant mon week-end. Euh, On est là pour parler technologie aussi. C'est quoi la technologie derrière tout ça? On va peut-être commencer par le front-end et puis évoluer dans l'expérience du gamer, du joueur, pour voir tout ce qu'il y a derrière et notamment back-end, puisque vous êtes dans le podcast AWS. Donc évidemment, il n'y a pas de surprise, on ne spoil rien en disant qu'il y a une partie qui tourne sur AWS et on est là pour lever le voile sous le capot. Mais commençons par le front. C'est quoi les technologies qui sont utilisées aujourd'hui, 21e siècle, 2023, pour un jeu comme ça? Alors du coup, déjà, il faut rappeler les plateformes qu'on target, c'est important. Mhm. C'est vrai qu'initialement, Samy a beaucoup évoqué du coup les consoles qu'on travaillait, enfin qu'on a beaucoup travaillé avec d'autres studios par le passé. Là, on target un marché un peu différent parce qu'on target en priorité le mobile, donc du coup principalement iOS d'Apple et Android de Google, mais aussi tout le marché de desktop, donc ordinateur, que ce soit sur Windows ou sur macOS. Et donc pour ça, on a dû faire le choix d'un moteur de jeu parce que l'idée c'était pas de tout redévelopper depuis zéro quand même, c'est d'avoir une logique quand même de réutilisation. Et donc on a fait le choix de Unity qui aujourd'hui anime la plupart des jeux mobiles disponibles. Alors pour les développeurs qui nous écoutent mais qui ne connaissent pas Unity, c'est mon cas, enfin moi je sais que c'est un moteur de jeu mais je suis jamais rentré dedans, c'est quoi exactement? Ça offre quel service à vous, studio?
Alors l'idée d'Unity, c'est de permettre de créer, donc pour faire simple, des scènes où on peut placer des objets, que Mhm. ce soit pour faire des interfaces qu'on pourrait faire dans le web, ou pour faire des choses en 3D, donc avec des objets 3D, ou des objets en 2D qui se déplacent dans une scène 3D. Donc c'est vraiment pour amener la 3D et amener de la dynamique derrière, puisqu'on peut coder du coup en C#, des interactions. Et évidemment, le plus, comme on l'a fait, c'est d'ajouter derrière un serveur, puisqu'on va pouvoir faire des interactions du coup multijoueurs, et donc avoir un jeu en ligne. Mais l'idée, c'est vraiment de rassembler tout un tas de choses à l'écran visuellement, et ce sur des choses un peu avancées. Donc je parlais notamment de 2D mais aussi de 3D, quelque chose sur lequel on veut avancer mais où on est un peu contraint parce que forcément les mobiles sont quand même bien moins puissants que des ordinateurs, ou Mhm. même, Ou que les consoles. parce Ouais. que c'est toujours un ratio entre guillemets, un compromis à faire Mhm. permanent. Et donc dans Unity, vous lui donnez, désolé, hein, je passe un peu de temps sur le front, mais je suis curieux, vous lui donnez des assets 3D qui sont conçus par vos designers, ou est-ce qu'Unity, c'est la plateforme de création 3D que les designers utilisent? Non, non, effectivement, c'est une très bonne question. On fabrique tout en interne, donc on a différents artistes, à la fois 2D et 3D. Enfin, Mhm. tout un panel, c'est un peu compliqué, c'est plein de Mhm. micro-métiers qui travaillent sur des assets. On a aussi des externes, des artistes assez reconnus, peut-être Tammy pourra compléter là-dessus, qui ont travaillé sur plein d'IP différentes, qui, on va dire, créent la base, les concepts et même les illustrations. Et puis derrière, on a des équipes en interne qui vont venir les modéliser en 3D ou les animer, faire des animations, ce qu'on appelle 2,5D. Donc on part d'une base 2D et qu'on anime pour donner un effet de perspective, de profondeur et plus agréable à l'œil. Et ça, c'est fait avec des outils graphistes comme le font les studios de cinéma, etc. Et ça Oui, tout à produit fait. des assets qui sont après intégrés dans Unity, c'est correct? Tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire que, alors, D'accord. pour citer des choses gratuites et disponibles pour tous, si jamais vous voulez essayer, il y a Blender, qui est Ouais. Mhm. un très bon outil pour faire de la 3D. Et vous avez après, derrière, toute la suite Adobe, qui est d'ailleurs classique dans le monde de l'image et de l'audiovisuel, qui est utilisée. Alors, il y a plein de logiciels, je pense, on va pas pouvoir rentrer dans le détail, Mhm. mais qui sont utilisés à différents niveaux et selon différents objectifs. Donc Unity fournit la glue qui permet de créer ces espaces 2D, 3D où le joueur va évoluer finalement. Et tu as dit qu'Unity peut se connecter à un serveur. Et là, ça titille une autre partie de mon... C'est quoi ce serveur? Quelle est la fonction? D'abord, parlons au use case avant de parler technologie. Qu'est-ce que ça permet de faire un serveur de jeu? En fait, l'idée de pourquoi on a souhaité faire un jeu online et donc du coup avoir une dépendance avec un serveur, même plutôt des serveurs si on veut être Oui, exact, bien sûr. c'est de pouvoir créer du coup des interactions sociales. Premièrement, pouvoir jouer avec son voisin, son ami ou un parfait inconnu à l'autre bout du monde. Ça va être un sujet Mhm. d'ailleurs. Donc vraiment de créer cette cohésion, en tout cas créer une dynamique sociale et encore plus à l'international puisque du coup on peut rassembler différentes cultures et finalement un Français rencontrer un Japonais ou un Américain ou un Brésilien. Et puis le jeu peut continuer d'évoluer quand on n'est pas connecté aussi. Je ne sais pas si c'est le cas de Cross the Edge, mais il y a plein de jeux dont l'univers continue d'évoluer. Ça porte certainement un nom et vous avez certainement un acronyme pour ça. Alors, pour notre part, on a fait le choix d'un jeu qui est 100% online pour des contraintes notamment de triche ou autre. Néanmoins, on se pose la question d'un mode offline pour un mode histoire, un mode scénario, où là, on viendrait explorer l'histoire de Cross the Edges à travers des mini-modes de jeu. Mais pour l'instant, on est surtout axé sur du joueur contre joueur. Donc, on affronte d'autres joueurs à travers le monde. Et du coup, c'est uniquement des choses online ou semi-online, si on prend le cas des tournois, par exemple. Et donc le rôle d'un serveur de jeu, c'est d'accepter les connexions qui viennent du front-end, peut-être de mettre en relation des joueurs, ceux qui attendent quelqu'un pour jouer dans le cas de partie 1 à 1, c'est de les faire jouer ensemble, c'est de maintenir les scores, les dashboards, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai oublié? En fait, il y a énormément de contraintes et nous, on a fait le choix d'une architecture microservice, donc on scinde entre guillemets en fonction des use Mhm. cases différents architectures ou micro-architectures qu'on va mettre ensemble. Effectivement, on l'a évoqué, donc matchmaking, c'est le fait de rencontrer différents joueurs. Donc on rentre dans une file d'attente et au bout d'un moment, en fonction de différents paramètres, à quel point on a gagné beaucoup de matchs ou non, Mhm. voilà, dans notre système de classement, on va trouver un opposant à notre hauteur. Ça peut aussi, quand on veut jouer contre une IA, donc contre un ordinateur, bah forcément, on peut très bien le faire que côté client, mais vu qu'on a choisi de tout mettre côté back-end, on a préféré faire du coup des vrais serveurs de jeu, y compris pour la partie IA. Ça peut être effectivement la partie leaderboard, c'est aussi la gestion de sa collection, puisqu'on le voit, il y a Mhm. le lien et le NFT, etc. Toute cette partie à la blockchain, il y a vraiment plein de microservices en fait qui vont se mettre un à un. Et puis le serveur de jeu, on n'en parle pas, mais lorsqu'on joue, lorsqu'on pose une carte, il faut bien que ça soit communiqué à l'adversaire, que l'adversaire voit les actions que je fais, etc. Et donc ça, c'est des instances dynamiques à travers le monde qui vont être là et qui vont permettre de faire le relais de cette information de quelle est mon intention. Je veux mettre une carte à telle case, et bien mon opposant va voir que j'ai mis telle carte à telle case ou que je vais lancer tel sort ou telle autre chose. Donc garder l'état finalement du système, l'état C'est du ça. jeu, C'est synchronisé même et au synchronisé marché, entre les différents synchronisé des joueurs, états. qui sont
peut-être très loin les uns des autres. On parlait tout à l'heure, Japon et Europe. Donc, quelles sont les contraintes d'une infrastructure dans le cloud, hein, puisque vous avez choisi le cloud? Il y en a deux qui viennent à l'esprit, mais il y en a peut-être d'autres. C'est la scalabilité. Vous avez dit des centaines de milliers de joueurs. Donc, je suppose qu'il faut être capable d'avoir une infrastructure pour recevoir toutes ces connexions et gérer ces états et stocker ça. Et puis la latence, probablement. Je n'ai pas envie d'attendre 3 secondes quand je bouge quelque chose. Tout à fait, la latence, bien que dans notre cas, on est dans un cas favorable, Un puisque jeu de les trading plateau. card games, c'est un jeu de cartes, c'est un jeu Ouais. de tour pour tour. Donc, on peut se permettre d'avoir 100 ou 200 millisecondes de délai sans que ce soit trop visible. En tout cas, on peut le masquer facilement côté client. Donc ça, c'est un avantage, ce qui nous a permis de faire certains choix qui permettent Contrairement, d'optimiser. je t'interromps, contrairement à des jeux où on évolue dans un univers et on tue tout ce qui bouge, etc. Là, s'il y a 200 millisecondes de latence, on se fait tuer très C'est ça, rapidement. typiquement, ça a mis un peu teasé les prochains opus qui sont en préparation Ouais. et où là, ce sont des technologies différentes qui sont à l'œuvre, puisque on en parlera, j'imagine, un peu plus tard. On utilise beaucoup le serverless, qui est très très intéressant, notamment quand on débute et pour des jeux de ce use case-là, mais qui ne sont pas adaptés ou pas trop adaptés, ça dépend les sujets, pour du temps réel. Mhm. Donc, tu disais latence d'un côté, quoique dans votre cas, c'est pas encore un problème maintenant, ça va peut-être le devenir très prochainement. Et quelles sont les autres contraintes? La première contrainte, donc effectivement, scalabilité, latence pas trop, coût, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais finalement, c'est Ouais, important de maîtriser bien ses sûr. coûts, Ouais. parce que si on lance quelque chose, mais on ne sait pas combien ça va nous coûter, donc c'est aussi beaucoup, quand on fait une architecture, se projeter quel va être mon coût par utilisateur. Donc parce que si demain on a 1 million d'utilisateurs, mais qu'au final ça nous en coûte le double de ce qu'on génère en tant que revenu, c'est un peu compliqué, donc c'est quand même un sujet important, et d'ailleurs c'est un sujet auquel on travaille avec AWS aussi régulièrement. On se pose la question, est-ce qu'on devrait faire ci ou faire ça? Et spoiler, le serverless n'est pas toujours la meilleure réponse en termes de coût. Ça, c'est intéressant, je voudrais revenir là-dessus tout à l'heure, mais on va d'abord parler archi et puis on reviendra Ouais, non, il y a pas de sur souci. cet aspect-là. Ouais. La quantité de données, Mhm. que ce soit les données chaudes ou froides. Alors, ce que je vais appeler données froides, ça va être toutes les assets statiques principalement, donc typiquement les assets du jeu. On parlait tout à l'heure des cartes, des animations, ces choses-là. Donc ça va être stocké à des endroits donnés, mais les mettre à disposition proches des utilisateurs, parce que typiquement, si on déploie, admettons, à Paris, mais qu'on est à Sao Paulo, si on doit à chaque fois faire l'aller-retour à Paris pour aller chercher un asset, ça va coûter très cher et ça va être très long. Le débit ne sera pas optimisé. Donc l'idée, c'est d'avoir des points de relais, d'où l'idée du CDN par exemple, qui est présent partout dans le monde. Donc des points de relais, donc un qui sera proche de Sao Paulo, qui fait que l'utilisateur, lui, va télécharger tous ses assets à froid proche de Sao Paulo. Et du coup, la deuxième problématique qui est liée à ça, mais pour les données chaudes, c'est que on adresse l'utilisateur de partout dans le monde, et forcément, quand on vient de Sao Paulo, même si on doit faire un petit trajet vers un serveur qui est un peu plus loin, l'idéal c'est de le faire sur le réseau AWS, et donc l'idée c'est un peu de mixer ces côtés-là. Et donc si on rentre à Sao Paulo pour les données froides, on rentre aussi à Sao Paulo pour les données chaudes, sauf que là du coup on va devoir faire les allers-retours jusqu'à un peu plus loin, mais au moins sur le réseau AWS. Donc vous avez déployé en multirégion. Avant de venir sur la multirégion, je voudrais comprendre les briques de base que vous utilisez, les services AWS que vous utilisez, et puis après voir comment vous les déployez en multirégion. Donc c'est quoi qui est derrière? Tu as parlé de serverless. Quelles sont les technologies AWS que vous utilisez? Alors peut-être qu'on va prendre dans l'ordre, c'est-à-dire Vas-y. que moi j'aime bien quand j'explique l'archi et l'infra qu'on utilise, partir du client et petit à petit aller sur tous les points qui avancent. Donc du coup, pour rappel, le client, donc un client Unity, la première chose qu'il va faire, c'est contacter les DNS. Donc là, sans surprise, Amazon Road 53. DNS qui vont renvoyer tous systématiquement sur des CDN. Et donc là, je vais faire la distinction entre données froides et données chaudes. Donc pour l'instant, je vais prendre le cas simple qui est la donnée froide. Donc là, le CDN va derrière pointer vers un S3, assez classique, mise en cache, mise à disposition partout dans le monde, et donc on va récupérer tout ce qui va être asset statique. Tu peux Donc nous ça donner un va être, exemple dans le jeu de données froides? Juste pour lors- visualiser ce que c'est. lorsqu'on ouvre le jeu, on a un téléchargement de quelques secondes à quelques minutes, ça dépend de sa connexion, et là on va télécharger tous les visuels de toutes les cartes, par exemple. D'accord. Ça, c'est une donnée froide. Mhm. Ou les sons, par exemple, toute la musique, d'ambiance, tous les sons, etc. Toi, c'est de la donnée froide, c'est de la donnée froide qui peut évoluer, mais qui, à un instant T, est toujours la même pour tous les utilisateurs. D'accord. À l'inverse, lorsqu'on va parler plutôt de données utilisateurs slash données dynamiques, donc ce que je vais appeler plutôt de données chaudes, là on va aussi passer par le CDN qui va à nouveau contacter Route 53 pour choisir la bonne région. Donc premier point d'étape où on va finalement arriver à la bonne région, c'est-à-dire que si je suis à l'étranger, je vais être, admettons je suis aux États-Unis, je vais être connecté à un serveur que aux États-Unis. Si je suis en Europe, je vais être par exemple sur un serveur français. Et donc à partir de là, il va y avoir plusieurs use cases, mais en général on va en tout premier lieu toujours arriver sur des lambda, donc du compute serverless. Et ces lambdas-là, elles vont faire différents travaux. Si c'est que de la lecture, elles vont juste contacter notre base de données, cette fois relationnelle, pour voir
par rapport à ce user-là, qu'est-ce qu'on cherche, à quel point je suis classé, combien de cartes je possède, voilà, différents use cases de ce type-là. Est-ce que j'ai tel coffre, est-ce que je peux l'ouvrir, des choses vraiment que de la lecture. Ou alors, je vais vous faire des actions. Cette fois, je veux ouvrir mon coffre. Et donc, à ce moment-là, c'est pas la lambda qui va s'occuper d'ouvrir le coffre, mais elle va ce qu'on appelle queue un event. Donc, j'expliquerai après pourquoi un système d'event, qu'est-ce que c'est chez QRS, etc. Mais elle va queue un event sur notre cluster ECS. Et donc, sur ce cluster ECS, on a plein de microservices qui tournent en parallèle, qui sont shardés, j'y reviendrai aussi, et qui permettent de traiter ces événements. Donc, on a des event consumers qui traitent les events, et puis on a des pollers, puisque du coup, on a des choses qui doivent réagir par rapport à ces events-là. Donc, c'est une architecture orientée événements. Le client poste des événements et votre back-end traite ces différents événements plus ou moins synchrone, de façon plus ou moins synchrone. C'est ça. Et pourquoi l'event sourcing? Faut savoir qu'en fait, dans le monde du jeu vidéo, c'est très fréquent. Il y a des jeux vidéo qui sont sortis il y a 20 ans qui étaient déjà en mode event sourcing. C'est globalement les deux industries, le monde du jeu vidéo et le monde bancaire, qui ont été les premiers à travailler là-dessus. Pourquoi? Dans le monde, en tout cas, du jeu vidéo, c'est important, c'est qu'il peut y avoir des bugs à des moments donnés. Il peut y avoir du coup un bug dans le programme qui fait qu'on peut avoir de la monnaie infinie dans le jeu, par exemple. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir rejouer ces événements, mais en corrigeant le bug. Et donc, du coup, remettre dans un état sain l'ensemble du jeu sans forcément faire une hard backup il y a une semaine ou autre chose. Et donc, perdre toutes les actions qui ont été faites par l'utilisateur. L'avantage du coup de l'event sourcing, c'est de pouvoir revenir dans le temps et rejouer ces événements avec une logique potentiellement différente. Donc, serverless en front-end qui appelle, tu as cité autre chose, ECS. ECS, c'est un coordinateur, un orchestrateur de containers. Si vous connaissez Kubernetes, c'est la version Kubernetes d'AWS. On peut dire ça comme ça, Steve? Si on veut faire très, très rapidement. Tout à fait. Les deux principes sont les mêmes. Hein. C'est que derrière, ça va permettre d'orchestrer le déploiement des différents conteneurs, de les scheduler. Au même titre où Kubernetes est plus dépendant de la partie open source, d'une communauté open source. La partie ECS est plus propriétaire côté AWS. Et j'ai pas la date en tête de sa création, mais ça remonte à déjà quelques années. Oui, c'est pas un nouveau service. De ça. Et donc, Quentin, vous avez fait le choix ECS pour la partie back-end microservice? Tout à fait. Pour le coup, Steve parlait de Kubernetes. On a par le passé travaillé avec Kubernetes, mais vu qu'on a fait le choix assez fort d'AWS, on se disait que c'était beaucoup plus simple, puisqu'on utilise CDK, j'y reviendrai plus tard, d'utiliser ECS, puisque du coup, on peut vraiment tout scripter de A à Z dans notre déploiement, et donc avoir vraiment une ce qu'on appelle infrastructure as code, et donc tout préparer en code et appuyer sur un bouton, et 2 minutes après, on a notre infrastructure qui est disponible. Et ça, c'est bien en multi-région. Pourquoi? Puisque si demain on va ajouter une région, on a un seul clic à faire et la région, globalement, en 20 minutes, est prête. Ça veut dire que votre logique de jeu, d'API, est codée dans des containers Docker. Vous utilisez quel langage de programmation là, juste par curiosité? Alors, principalement, l'environnement, le runtime, c'est Node.js, et en langage de programmation, on utilise TypeScript, qui est du coup un superset de JavaScript. Je ne vais pas trop rentrer en détail pour ceux qui ne connaissent pas trop, mais l'idée, c'est d'avoir quand même un langage utilisable, on va dire, dans le monde de l'entreprise, parce que JavaScript a quelques défauts là où TypeScript les corrige. Et donc, c'était aussi important pour nous d'utiliser le SDK AWS dans sa version TypeScript, qui nous permet d'éviter certaines erreurs, ou s'il y a des mises à jour d'AWS, être sûr que finalement on peut les répercuter dans notre code et dans notre averti sans devoir lire tous les changelogs d'AWS, puisque ils sont nombreux. On peut troller un peu en disant TypeScript c'est JavaScript comme il aurait dû être au départ. Si vous faites du JavaScript, vraiment allez regarder TypeScript, ça va pas vous perturber beaucoup au début, mais ça vous apporte énormément de sécurité, notamment sur la sécurité des types, avec des tas d'erreurs que le compilateur pourra détecter avant que ça vous pète au nez en production. Donc, d'ailleurs, pour la petite anecdote sur TypeScript, je conseille, s'il y a jamais des gens qui nous écoutent, qui veulent souhaiter passer dessus, de le faire en mode strict, même dès le début. Alors, la migration sera un peu plus dure, mais elle sera d'autant plus bénéfique, à tel point qu'aujourd'hui, quand on fait la comparaison, parce qu'on utilise le C# aussi, du coup, pour la partie plutôt client, on se sent plus safe sur TypeScript que sur C#. Comme quoi, c'est ça. Comme quoi, même un langage, on va dire, qui a été typé après, peut être parfois plus puissant qu'un langage qui est typé de base. Et c'est vrai qu'on peut s'arracher un peu les cheveux quand on passe de l'un à l'autre. Je parle de JavaScript à TypeScript, mais c'est pour votre bien. Dites-vous que c'est pas pour vous embêter, c'est pour votre bien. ECS, il y a deux modes de déploiement dans ECS. Il y a un mode où vous gérez les instances EC2 sous-jacentes vous-même. Il y en a un où c'est nous qui le faisons pour vous. C'est ce qu'on appelle le mode serverless Fargate. Vous avez choisi quoi et pourquoi?
On utilise Fargate tout simplement parce que du coup, on a des use cases qui sont assez différents et aujourd'hui, on a du mal à savoir précisément quel serait le type de machine, plus toutes les contraintes qu'il y a quand on prend une machine très précise. Là où avec Fargate, on est beaucoup plus flexible. On est vraiment dans cette notion de voilà le compute que je cherche à avoir, que ce soit en termes de CPU, du coup, du compute, ou en termes de memory, donc de RAM. Et c'est quelque chose qui nous va assez bien. On a une dashboard CloudWatch qui nous permet de monitorer ces choses-là, voir si si on a été trop gourmand ou pas. Maintenant, après, la grande chose à retenir, c'est vu qu'on utilise Node.js, par défaut, c'est un langage qui est single-threaded, qu'on peut multithreader, mais qui n'est pas forcément la recommandation qu'on a sur le cloud. L'idée, c'est plutôt de scaler horizontalement et de faire plein de petites instances ou plein de petits conteneurs qu'on va mettre de scaler à l'horizontale en parallèle. Et nous, on a plutôt choisi cette logique-là. Et donc, du coup, Fargate est assez pratique là-dessus. Et en termes de pricing, la différence n'est pas forcément énorme, si ce n'est quand on parle des choses qui sont réservées, instances réservées. Alors, tu as parlé de S3 pour le stockage des données froides, enfin les données qui sont les mêmes pour tout le monde, les images, les sons. Qu'est-ce que vous utilisez pour les données qui sont vraiment plus spécifiques à un joueur? Alors, du coup, c'est un peu complexe le chemin, mais il va falloir suivre. Allons-y. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que notre lambda va queue un event dans MongoDB. MongoDB qui, nous, du coup, n'est pas un service natif AWS, mais qui est un service d'un partenaire. Et donc, du coup, on utilise MongoDB Atlas, qui est du coup la version cloud de MongoDB qui permet de déployer donc, dans le cloud que l'on veut. En l'occurrence, nous, on a choisi AWS. Et qui est du coup notre système de base de données non relationnel qu'on utilise pour mettre en place tous ces events. Pourquoi MongoDB? C'est qu'on a besoin de quelque chose qui peut scaler, parce qu'il peut y avoir un très grand nombre d'events si on a beaucoup d'utilisateurs, mais on avait beaucoup de contraintes d'indexation et de schéma, chose qu'on n'a pas forcément trouvé sur DynamoDB. Donc du coup, on a évidemment bien entendu testé DynamoDB, mais on n'a pas retrouvé notre compte dessus. C'est pour ça qu'on s'est plutôt tourné vers MongoDB, qui est aussi très utilisé, mais que néanmoins on a souhaité déployer sur la même infrastructure pour des questions de latence, de pricing, enfin pas mal de questions, on va dire, d'optimisation. Et Atlas, c'est la version managée, hein, donc c'est pas vous C'est qui ça. devez installer, c'est un service que vous achetez auprès de MongoDB qui se déploie dans votre compte AWS ou dans leur compte, je ne me souviens plus. Alors il y a les les deux. deux, je crois. Hein, ouais. C'est ça, par défaut, c'est dans leur compte à eux et du coup, ils nous refacturent. Mais on peut, via je crois que c'est par Marketplace AWS, en tout cas via votre account manager chez AWS, vous pouvez faire en sorte que ça soit intégré dans votre billing AWS, qui simplifie tout le suivi. Et à noter d'ailleurs que sur MongoDB Atlas, on peut aussi faire le choix d'avoir un cluster, ou des clusters d'ailleurs, qui sont globaux ou locaux. On y reviendra pour la question des régions. Et on a aussi la notion de serverless. Donc on peut aussi avoir une base de données serverless via MongoDB Atlas. Donc Mongo, c'est une des bases de données. Tout est dans Mongo ou vous avez d'autres choses? Non. Alors, on a juste l'ensemble des events. Alors, on a quelques petites autres choses supplémentaires. J'y reviendrai un peu après pour certaines contraintes. Mais en tout cas, le principal, on va dire le plus gros, c'est tous ces événements qui sont stockés dessus et qui vont être donc consommés par une tâche ECS. Et cette tâche ECS va faire le traitement, l'accepter ou le rejeter, parce qu'on peut avoir des événements non valides. Hein. Si on appuie, qu'on ouvre 3 fois le coffre, bah, la première ouverture sera valide, mais la deuxième et la troisième sera rejetée. Et donc, une fois que ce coffre est ouvert, on va venir stocker des données dans ce qu'on appelle une projection. Et pour la projection, on a fait le choix de mettre ça dans une base de données relationnelle. Pourquoi? Parce qu'au final, aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui sont liées aux utilisateurs. Et donc, c'était beaucoup plus pratique de faire quelque chose dans une base de données relationnelle pour la projection. Pourquoi? Parce qu'on a énormément de contraintes entre les différentes données liées à un user ou liées à des assets du user. Donc, on absorbe toute la charge en non relationnel, mais on fait de la lecture sur du relationnel. Et donc, dans ECS, c'est un process qui polle vos tables, vos collections, comme on dit, dans MongoDB et qui traite les événements à son rythme pour les ingérer à son rythme. C'est ça, c'est-à-dire qu'en gros, alors c'est un rythme qui est quand même assez élevé, puisque du coup c'est toutes les 50 millisecondes qu'on va traiter tous les events qui ont été positionnés, donc bon, ça va quand même assez vite, et surtout ces event consumers-là sont shardés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre un certain nombre d'utilisateurs, par exemple tous les 1000 utilisateurs, et donc on va avoir un consumer pour 1000 utilisateurs, et donc ce consumer-là va s'occuper de ces utilisateurs-là, mais du coup on peut traiter on peut paralyser le traitement des événements utilisateurs, puisque du coup on peut avoir 50 shards pour traiter 50 utilisateurs en simultané. Il faut trouver juste une clé de shard pour répartir les données. Ça va être le user ID ou enfin, des choses comme ça. C'est ça, tout à fait. Donc après, c'est une petite formule à la maison, mais voilà, l'idée, c'est de répartir les utilisateurs sur différents shards pour pouvoir paralyser, parce que sinon, le problème, l'inconvénient de ce pattern-là, donc le CQRS, c'est que à scaler, ça peut être compliqué, puisque du coup, on a tendance à vouloir tout faire en séquentiel. Le problème, c'est quand on commence à avoir des dizaines de utilisateurs, si on fait tout en séquentiel, on peut très vite être bloqué.
Il n'empêche qu'on a des tâches ECS qui doivent être séquentielles. J'y reviendrai, typiquement la tâche qui s'occupe de la blockchain. Pourquoi? Puisqu'on a une contrainte d'ordonnancement pour la blockchain qui fait qu'on ne peut pas traiter les événements en parallèle. Il y a forcément un ordre qui doit être positionné. Mais pour tout ce qui est lié au user en lui-même, il y a un ordre, mais vu qu'il est lié au user, on peut traiter en parallèle plusieurs users. Et avec une forte latence en plus pour la blockchain. Ce n'est pas des transactions qui se résolvent en millisecondes, là. Alors, oui et non. En fait, pour expliquer, donc, nous, ce qu'on utilise comme service de blockchain, c'est qu'on utilise un layer 2. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'un layer 2, layer 1? C'est un peu compliqué. Globalement, je pense que la blockchain la plus connue, c'est Ethereum. Ethereum, c'est une blockchain qui est très sécurisée, qui est très robuste, mais très lente et très chère. Donc, pour un jeu vidéo, c'est pas forcément adapté, parce que si on doit dire aux utilisateurs qu'ils doivent payer des choses pour avoir des NFT, etc., ça devient vite compliqué. Et donc, nous, on a fait le choix, du coup, d'un Layer 2, en l'occurrence Immutable X, ou IMX, si on prend le raccourci, qui, du coup, fait tout un tas de transactions et vient venir bulk ces transactions-là dans une seule transaction sur Ethereum. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est IMX qui va supporter le coût de la transaction. Et dans une transaction Ethereum, on va peut-être retrouver 800 transactions qu'il y aura eu sur IMX. Donc, ce qui fait qu'en fait, ça nous permet, nous, de pouvoir, enfin, pour le jeu vidéo, c'est très adapté, puisqu'on va pouvoir faire 800 transactions sans frais et bulker, c'est-à-dire qu'en gros, d'un seul coup, avec une latence très très faible. On parle de l'ordre de centaines de millisecondes. Enfin, tu as mentionné, et Steve m'a soufflé dans l'oreille en même temps, le nom de la pattern CQRS. C'est quoi l'acronyme et c'est quoi cette pattern? C'est Command Query Read Segregation. En gros, l'idée, c'est de séparer l'écriture et la lecture. Pourquoi? Parce que si on sépare l'écriture et la lecture, ça nous permet de scale indépendamment l'un et l'autre. Je pense que j'apprends rien si je vous dis que c'est quasiment impossible de scale les deux en même temps, puisqu'en fait, quand on va vouloir scale l'un, ça crée des inconvénients pour l'autre. Donc, l'idée de ce pattern-là, c'est vraiment de séparer sur les bases de données l'écriture et la lecture pour que d'un côté, on puisse vraiment faire des optimisations liées à l'écriture ou de l'autre côté, liées à la lecture. Oui, c'est cette pattern où on a des événements qui rentrent dans une queue et puis on a un lecteur d'une queue qui va poler la queue à son rythme pour traiter les événements. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, mais on l'applique depuis des années. Effectivement. Il y a un truc, souvent quand nos clients nous parlent d'architecture par événement et de traitement en lot de gros volumes d'événements, souvent, quelque part, on mentionne Kafka ou Kinesis. Et là, je t'ai pas entendu parler de ça, mais plutôt MongoDB, qui joue le même rôle, si j'ai bien compris. C'est un choix volontaire. Enfin, est-ce que vous avez regardé? Pourquoi? Comment? Tout à fait. On a considéré. Alors, il faut savoir que DynamoDB a une fonctionnalité de stream qui, du coup, se plug à Kinesis et qui permet, du coup, de faire ce rôle-là. On a, du coup, étudié ça. On a étudié aussi pour Kafka. La problématique qu'on avait, c'est qu'on avait des use cases assez précis, notamment sur le multi-région et le sharding, qui faisait que faire des clusters Kafka dans le monde entier, qui synchronisaient, c'était assez compliqué. Là où, merci à eux, du coup, pour MongoDB, ils ont des solutions globales, donc qui jouent un peu le même rôle que les read replica dans RDS ou dans DynamoDB, qui permettent d'avoir des choses partout dans le monde. Donc, en vrai, j'ai envie de dire que, pour le coup, c'est comme si on avait utilisé DynamoDB et Kinesis, sauf que du coup on n'a pas pris DynamoDB, on a pris MongoDB et que pour l'instant ils n'ont pas encore de solution type Kinesis, même si je crois que c'est en préparation, et que du coup à la place on a remplacé le streaming de Kinesis par un poller, mais à terme on espère pouvoir avoir du streaming et donc éviter de venir poll en permanence la base de données MongoDB et donc avoir le même pattern que ce qu'on peut faire avec DynamoDB et Kinesis. Alors, j'ai une vision globale de l'architecture, et tu as cité plusieurs fois déployer en multi-région. Et là, ça devient intéressant également. Enfin, déjà, c'était intéressant avant, mais c'est encore plus intéressant. Qu'est-ce que vous déployez en multi-région? Est-ce que c'est la totalité? Est-ce que c'est une partie? Et puis surtout, comment vous synchronisez? Comment est-ce qu'un joueur au Japon va voir exactement les mêmes données qu'un joueur à Paris? Alors, peut-être avant de parler de déployer en multi-région, concentrons-nous sur le terme déployer, puis après on va parler de multi-région. Donc infrastructure as code et... C'est ça. Donc c'est l'un est lié à l'autre. Donc du coup, vous l'avez entendu, je l'ai dit un peu plus tôt, on a fait le choix de CDK. Donc CDK Cloud Development Kit. Tout à fait, qui permet, donc c'est un service maison AWS, enfin propriétaire AWS, qui permet de rentrer très profondément dans tous les services AWS. Donc derrière, c'est des templates CloudFormation, sauf que du coup, l'avantage, c'est qu'on le fait en code. Donc, nous, en l'occurrence, en TypeScript, ce qui nous arrange, puisque alors, j'ai rien contre... qu'un seul langage et qu'un seul toolchain et... j'ai rien contre les templates CloudFormation, mais bon, c'est un monde à part entière, quoi. Enfin, c'est un métier. C'est 800 lignes de JSON pour créer un VPC versus 2 lignes de TypeScript, quoi. À un moment, il faut faire un choix. À un moment donné, il fallait faire un choix. D'ailleurs, je remercie Steve
qui nous a présenté du coup CDK, Mhm. parce que je crois qu'il est un peu impliqué dessus, et qui du Mhm. coup nous a convaincus en 2 minutes. Enfin, je veux dire, ça a été très rapide le switch. Comme tu sais, je suis un grand fan. Et d'ailleurs, pour expliquer, parce que peut-être que certaines personnes sont dans ce cas-là, avant d'utiliser CDK, qu'est-ce qu'on utilisait? Donc, on utilisait des pipelines plus classiques, ce qu'on peut trouver sur GitHub Action ou autre. Le souci de ces pipelines-là, c'est que ça fait des choses un peu classiques. Or, là, on est sur une architecture qui quand même demande de rentrer un peu dans le détail. Et donc, on n'avait pas la main sur certaines choses. Et donc, ce qui nous frustrait énormément, il y a des templates Terraform qui existent aussi, parce que Mhm. c'est une solution, c'est un peu comme le Kubernetes, mais pour le déploiement cette fois, une solution plutôt ouverte sur le déploiement, en l'occurrence multi-cloud. Le problème du multi-cloud, c'est qu'encore une fois, on n'a pas les spécificités AWS. Avec Mhm. CDK, on a toutes les spécificités AWS, et donc on peut vraiment faire, entre guillemets, ce qu'on veut sur quasiment tous les services, à condition qu'un template confirmation derrière existe. Qui Oui, d'ailleurs nous a posé quelques problèmes, mais bon. et c'est pas opposable à GitHub. Hein. Tu as parlé de GitHub Action, etc. On peut faire du CDK et des GitHub Action. GitHub Oui, Action, c'est plutôt l'orchestrateur qui va tout à fait. organiser le pipeline, tandis que le CDK, c'est le langage de programmation, la librairie que vous utilisez pour décrire Tout à votre fait. infrastructure. C'est vrai que j'ai fait un abus de langage, puisque du coup, effectivement, on utilise aussi, on a switché, quitte à utiliser CDK, on a utilisé Code Pipeline, enfin, on a vraiment D'accord. utilisé toute la La- la- suite la- AWS, Mhm. parce qu'on s'est dit que quitte à switch, autant le faire jusqu'au bout, parce que bon, Tant ça qu'on y simplifie. est, ça s'intégrera mieux a priori C'est ça. qu'autre chose, notamment sur la gestion des secrets, en effet. Du coup, alors, Donc, le déploiement. Oui, donc du coup, je reprends. revenons. L'avantage de CDK, c'est que du coup, on peut écrire tout en code et donc on peut très facilement définir qu'est-ce qu'il va y avoir dans chaque région. En l'occurrence, nous, dans ce qu'on a déployé, on a une région qui a un peu plus de choses que les autres. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une question d'ordonnancement, d'ordre, etc. Et donc, on a défini notre région qui est proche, là, Paris, la région, ce qu'on appelle maître, qui va contenir globalement la source de vérité. C'est elle qui va notamment recevoir tous les events CQRS. Donc, en fait, les events CQRS, c'est un cluster local à Paris qui n'est pas répliqué ailleurs et qui va, donc, on écrit en permanence à Paris. Ce qui veut donc dire que le joueur japonais ou américain, indirectement, va écrire à Paris. Là où c'est plus complexe, c'est que vu qu'on a des problèmes de latence, on s'est posé la question finalement quelles sont les actions qui ont des problèmes de latence. On va donc avoir certains bases de données intermédiaires, donc ce qu'on appelle dans notre jargon local nos bases de données régionales, qu'on va positionner dans chaque région, qui vont ingurgiter la donnée et qui vont derrière la repositionner sur Paris pour faire en sorte que tout soit synchronisé, tout soit sauvegardé, on va dire, de manière pérenne. Donc, c'est des tampons, j'ai pas compris, en lecture et en écriture ou juste en Oui. lecture? En En écriture fait, aussi. c'est des tampons. Alors, on en a deux tampons du coup, puisqu'on a Mhm. du coup des bases de données régionales MongoDB, des bases de données régionales RDS, enfin Aurora RDS, donc du coup relationnel, avec Postgre d'ailleurs, pour si vous avez cette Mhm. carrière, on a utilisé Postgre. Et donc tout ce qui va être MongoDB, ce sera de l'écriture principalement. Il y a un peu de lecture, mais c'est quasiment principalement de l'écriture. Et tout ce qui va être RDS, c'est exclusivement la lecture. Il n'y a aucune écriture qui se fait sur RDS, puisque de toute façon, toutes les écritures se font par nos tâches ECS, nos event consumer qui eux ne sont qu'à Paris. Donc le flux, depuis le jeu d'un joueur japonais, puisqu'on est parti sur cet exemple-là, il écrit sur son réplica local MongoDB dans une région quelque part en Asie-Pacifique, qui par la magie de MongoDB va se synchroniser sur votre MongoDB à Paris. Là, il y a votre cluster ECS qui va pomper les événements, les trier, etc., et qui va redistiller ça en relationnel, qui va se repropager dans le monde. Est-ce que j'ai bien Alors, compris? pas exactement. Ah, On va le reprendre. Mais c'est vrai que c'est un peu complexe, mais c'est des choix qu'on a fait pour des questions d'optimisation exactement. de latence ou autre. C'est que globalement, si on prend le cas de notre joueur japonais, il est en jeu, etc. Il va faire sa game, par exemple, donc il va poser ses cartes et tout ça. Sa game peut être jouée au Japon. C'est pas forcément le cas, mais en tout cas, là, prenons l'exemple de sa game qui joue au Japon. C'est deux Japonais qui se rencontrent. Mhm. La game, du coup, est jouée au Japon. Donc elle est écrite de manière temporaire au Japon. Puis à un moment donné, on va avoir des thresholds qui vont se déclencher et qui vont venir récupérer cette game-là et la positionner à Paris pour qu'elle soit derrière traitée, ingurgitée par le CQRS, sauvegardée. Ce qui fait que potentiellement, s'il y a une failure à ce moment-là, par exemple le cluster régional qui a à Tokyo, alors en l'occurrence c'est pas Tokyo, à Singapour, tombe, potentiellement la game peut être perdue. Néanmoins, on n'aura que cet élément-là qui est perdu et pas tout le reste. Donc il y a une certaine résilience, mais il peut y avoir à un moment donné quelque chose qui est perdu. Mais ça reste quand même assez rare dans la manière dont on doit penser les choses, puisqu'évidemment, c'est des clusters qui sont shardés, etc. Bref, je vous ferai pas le schéma. Et donc ça, c'est pour l'écriture. Une fois que c'est à Paris, ça va partir du coup dans le cluster qui s'occupe de toute la gestion de l'écriture avec le bon ordonnancement, etc. Qui part dans notre projection store, donc en l'occurrence dans notre RDS, qui lui va répliquer en lecture partout. Ce qui veut dire que potentiellement, si je veux revoir ma game,
par la suite, je vais la lire directement à Singapour, mais elle aura d'abord été écrite à Paris, puis renvoyée à resynchronisé Singapour. après. Ouais. C'est ça. Côté pipeline de déploiement, c'est intéressant ce que tu parlais, ce que tu disais aussi, et ça me déclenche une autre question. C'est est-ce que vous écrivez le CDK d'infrastructure et le code applicatif et cette unité de déploiement complète code et infra, ou est-ce que vous avez des pipelines séparés, un plutôt pour l'infra qui reste relativement stable, votre cluster ECS, on ne change pas sa config tous les jours, je suppose, et puis un autre pipeline pour le code qui va dans les pods, enfin dans les containers. Peut-être pour commencer, du coup, au niveau du code, comment s'organiser. Donc, pour toute la partie infrastructure et backend, on a un monorepo qui contient tout un tas de packages, donc notamment nos microservices, mais aussi, du coup, la partie déploiement. Et donc, lorsqu'on déploie, c'est cette partie déploiement qui va pouvoir venir piocher le code. Donc, en l'occurrence, ce serait plutôt sur une seule pipeline qui va mettre à jour potentiellement l'infrastructure s'il y a besoin de mettre à jour, ou sinon, va venir envoyer juste les mises à jour de code. Et vos pipelines sont multi-régions? Ou vous avez des pipelines par région ou En fait, ce qu'on a fait le choix. Alors là, je vais expliquer un peu comment est setup notre environnement AWS. C'est que du coup, on utilise Control Tower. Control Tower qui permet de faire d'autres comptes, avec AWS Organisation et AWS SSO, de faire différents comptes et du coup, de pouvoir avoir différents environnements. Donc, on va pouvoir avoir un environnement, par exemple, de sandbox, un bac à sable, un environnement d'intégration où les artistes vont pouvoir un peu tester sur un serveur vraiment de test, un environnement staging où on va être plus proche de ce qui va arriver sur live, qui va ressembler finalement à notre environnement live, et puis l'environnement live. Donc, on a plein d'environnements comme ça qui sont très facilement déployés. Et on a, plutôt que mettre ces pipelines-là dans ces comptes-là avec ces environnements, on a du coup un compte AWS qu'on a appelé Launcher qui s'occupe de déployer sur tous les comptes et dans toutes les régions. Donc, techniquement, c'est un seul compte qui contient plusieurs pipelines, mais qui va venir déployer sur plusieurs autres comptes et plusieurs régions. Sachant que dans notre déploiement, on fait toujours notre déploiement d'abord à Paris uniquement. Et une fois que la région de Paris est conforme à nos attentes, ensuite on fait en parallèle toutes les autres régions. Avec des tests, des canaries pour déclencher les déploiements successifs. Tout à fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on passe à l'étape d'après que si du coup l'étape d'avant a succès et enfin en tout cas tout s'est bien passé. Néanmoins, on se pose la question d'améliorer ça parce qu'aujourd'hui, notre déploiement, c'est globalement une trentaine de minutes. Il y a un déploiement complet. Alors, ce qui est mondial. Un déploiement mondial complet de je push entre guillemets de Git. Git commit, Git push jusqu'au moment où c'est déployé globalement. De mon Git push sur la bonne branche c'est arrivé à Singapour et à San Francisco en l'occurrence, c'est-à-dire si on prend deux régions qui ne sont pas à Paris, il y a globalement une trentaine de minutes. Ce qu'on trouve assez long et qu'on aimerait un peu réduire, donc du coup ce qu'on souhaite faire c'est mettre du coup des étapes intermédiaires qui nous permettent de préparer, parce qu'aujourd'hui ce qui est assez long finalement c'est toute la partie préparation de code, préparation des conteneurs, des assets, etc. Donc on a amélioré, on a parallélisé tout ça, mais ça reste quand même un peu long. Et donc du coup on souhaite finalement faire le déploiement en 2 temps, c'est-à-dire faire un pré-déploiement qui va tout préparer et où il y a juste une confirmation manuelle à être faite qui va venir arrêter le cluster, tout mettre et puis relancer le cluster, qui nous permettrait de passer de 30 minutes à 5 à 10 minutes de downtime. Ça, c'est notre première amélioration. Et la deuxième, c'est de pouvoir séparer la mise à jour des lambdas de la mise à jour du cluster, puisqu'en fait, il y a des fois, on veut juste mettre à jour les lambdas et pas le cluster. Or, aujourd'hui, avec notre système de pipeline, on est obligé de relancer le cluster, ce qui crée du downtime. Donc, l'idée, c'est de faire deux pipelines, ou en tout cas de séparer la pipeline à un moment donné, entre si on veut faire des updates que lambda ou non, pour éviter de créer du downtime chez les joueurs. Alors je vois le temps qui avance, donc je vais avancer aussi pour pas faire un épisode trop long, mais tu avais dit tout au début que vous n'avez pas fait le choix de tout faire en serverless parce qu'il y avait un coût associé qui n'est pas nécessairement moins cher que de l'infrastructure classique, et je voudrais terminer par ça. Tout aurait pu être en lambda, vous auriez pu vous passer de CS. Potentiellement oui, on aurait pu tout faire en lambda. Techniquement oui, sauf que si on regarde le coût de X lambda qui vont tourner versus le coût de certains tâches CS, finalement on s'y retrouve quand même plus sur le cluster. Donc c'était finalement, en termes de performance, coût, faut pas juste voir que le coût, faut aussi voir la performance, les temps de latence, démarrage à froid, etc. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de prendre le serverless pour tout ce qui va être input utilisateur. Par contre, tout ce qui va être tâche de fond pour faire fonctionner notre base de données, on a fait le choix de plutôt un cluster OCS. Donc en fait, on a mixé les deux. Mais là où c'est plus important, c'est sur les bases de données, parce que c'est l'erreur que j'ai fait, ou en tout cas les erreurs qu'on a potentiellement faites, c'est de se dire que finalement le serverless, ça peut être aussi intéressant pour les bases de données. Sauf qu'en fait, alors peut-être que ça changera à l'avenir, mais les performances par rapport au coût sont faramineuses. C'est-à-dire que par rapport à si on provisionne des instances, donc que ce soit pour des read réplicas, enfin des readers ou des writers, des instances, des EC2 en fait derrière, versus faire tout avec Aurora Serverless, par exemple, si on prend le cas de RDS, on va avoir un x3, x4
de coût pour la même performance. Sur Qui est, Aurora Serverless, c'est ça? oui, c'est ça, Aura Serverless. Qui est plus cher que Et oui, qui des est instances globalement provisionnées x3, à la main. x4. Mhm. Ouais. Wow. Steve, on a des recommandations pour les clients. Il y a des thresholds, il y a des règles, ou c'est de l'expérience, un peu de monitoring et puis se planter le premier mois? Et payer 3 fois Non, plus. non, non. Non, je pense que Quentin a bien résumé. L'objectif d'utiliser le serverless, aujourd'hui, il faut bien regarder en fait les patterns de requêtage de ce genre de service. C'est que généralement, on va dire, on va plutôt pousser des environnements provisionnés quand on va avoir, on va dire, un mode de requêtage relativement constant, d'accord, avec un volume qu'on arrive un peu à prédire. Là où le serverless, on va plutôt l'orienter quand on aura besoin vraiment d'avoir un besoin immédiat de ressources pour un grand nombre de requêtes après une petite descente. Donc, c'est-à-dire que si on compare les deux avec un nombre de requêtages constant, c'est sûr que le serverless pourrait être plus cher que le provision. Et c'est pour ça que Quentin a très bien choisi entre le lambda et ECS. C'est que pour les tâches de fond qui vont tourner entre guillemets 24/7 et donc qui vont avoir une consommation relativement stable, entre Prévisible. guillemets, très visible, ECS sera beaucoup plus avantageux, encore plus avec justement le choix d'aller vers des spots instances ou le choix d'aller vers du réserve instance si vraiment il faut. Il au même titre pour les bases de données, c'est que Aurora Serverless va vous permettre de fournir de la scalabilité, mais dans de la stabilité, aujourd'hui, mieux vaut aller sur du provisionné parce que tout simplement, on peut prédire la charge nécessaire et donc, entre guillemets, mitiger tout ce qui est over-provisioning qui peut coûter cher quand Je on a crois que c'est besoin un de message scalabilité. qu'on ne donne pas assez, hein, quand on regarde les tutoriaux, les bien démarrés, etc. Il y a toujours cette promesse du serverless moins cher. Et il faut répéter que si vous avez une charge de travail constante et prévisible, du traditionnel, du provisioning traditionnel est plus efficace en matière de coût que du serverless. Et, Quentin, je te vois réagir, tu veux rajouter Oui, quelque chose? souvent pour expliquer ça, comme je l'explique à des développeurs ou des architectes ou autres, je leur dis, en fait, imaginez que c'est un magasin, typiquement vous allez faire vos courses, et en fait, à un moment donné, il y a les soldes, et vous avez énormément de monde qui arrive. Eh bien, imaginez que si demain vous pouviez agrandir juste aux ouvertures pendant la période des soldes, en fait, c'est à ce moment-là où votre bâtiment de base, c'est du coup ce que vous allez provisionner, et pendant les périodes de soldes, vous allez vouloir over-provisionner, mais via du serverless, parce que vous ne savez pas vraiment s'il va y avoir beaucoup de monde ou pas le premier jour, et puis ça peut fluctuer. Donc c'est souvent comme ça que je l'image, et bon, c'est compliqué à transposer, mais on comprend assez vite finalement l'intérêt de l'un par rapport à l'autre. Et d'ailleurs, ce qu'on projette par la suite, c'est que même une partie du compute des users soit fait avec des choses provisionnées et qu'on n'utilise les lambda que vraiment quand ça déborde. C'est une bonne transition sur ma dernière question, c'est comment vous voyez le futur. Maintenant, le jeu est lancé, vous avez vos centaines de milliers de joueurs, l'infrastructure est là, elle a fait ses preuves depuis plusieurs semaines, probablement plusieurs mois que vous testez tout ça. Comment vous voyez le futur en termes d'infrastructure AWS? Alors aujourd'hui, juste pour donner une idée, on est en V4 d'infrastructure, donc on a quand même itéré pendant très longtemps plusieurs versions, notamment avec Steve, mais aussi en interne, sur ce qu'on voulait. Par la suite, je dirais les gros points qu'on veut avancer, c'est des optimisations en termes de cost, justement sur serverless versus provisionné. C'est un premier sujet qui est important. Plus on va grossir, plus on va avoir un flux constant, un flux moyen constant. Deuxièmement, c'est de limiter le polling et aller de plus en plus vers du streaming. Donc ça, c'est que si les services nous le permettent, ou que ce soit de côté Mongo ou que ce soit côté AWS. Donc aller de plus en plus vers du streaming, bien que tout n'est pas encore disponible, ou au point en tout cas sur ce qu'on cherche. Et troisièmement, vous allez rire, mais en fait on va refaire l'architecture, non pas parce qu'on a envie, mais parce que du coup avec le deuxième et le troisième opus qui se prépare, on va venir splitter encore plus nos services, et on va du coup avoir une partie totalement indépendante qui va gérer uniquement toute la partie blockchain, mais qui va être commune finalement à nos 3 jeux, puisque du coup ils vont partager tous les mêmes NFT, et du coup on va venir avoir une partie d'architecture liée purement côté CG, qui va permettre de vraiment splitter les deux et donc de scale encore mieux, puisque du coup on va pouvoir faire, c'est déjà ce qu'on fait à l'intérieur de cette architecture là, mais on va la splitter en deux pour pouvoir venir l'appeler depuis d'autres jeux. Cross the Edges, un jeu de plateau, de stratégie entre Go et les échecs, vous avez dit, sur un scénario écrit par un collectif d'écrivains qui va se dérouler sur plusieurs années avec des cartes à collectionner depuis le virtuel jusqu'au physique. C'est ce que j'ai retenu de ta très bonne explication au début, Samy. Merci Quentin, merci Samy, merci Steve d'avoir levé un coin du voile, comme on peut le faire en 40-45 minutes. Évidemment, on ne peut pas parler de tout, mais c'est une conversation passionnante et qui a abordé plein de sujets, l'infrastructure as code, le serverless, la réplication, le multirégion, les problèmes de latence notamment pour des jeux à très grande échelle. Samy Schlagou, tu es CEO, cofondateur de Cross the Edge, Quentin Giraud, Chief Gaming Officer, et notre
et cofondateur également, merci. Et notre résident expert solution architect en gaming, Steve Well, qui était à Nantes aujourd'hui. Et Cross the Edge, vous êtes à Marseille, hein, c'est ça ? Vous étiez à Marseille aujourd'hui. Merci d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.